faut vraiment partir du principe que un client B2B, c'est en premier un client B2C. Donc, il faut le traiter exactement de la même manière. Même si c'est un professionnel, il a l'habitude de passer ses commandes sur Internet, d'avoir une super expérience client, que ça soit sur le site sur lequel il commande, les mails de confirmation. Donc, il faut vraiment se mettre dans la peau du client B2C qu'on est tous et se dire qu'est-ce que j'aime quand je commande ou dans la relation avec une marque et essayer de reproduire ça. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, le retail, la distribution physique, l'omnicanalité sont des sujets phares à maîtriser sur le bout des doigts. Or, c'est souvent difficile à appréhender. C'est pourquoi, avec Mickaël de Shapeart, on a décidé de créer cette série spéciale autour du retail avec le nom de code Le Caddie. Ouais, le caddie, ça va être des épisodes qui vont vous permettre d'appréhender le milieu du retail, un milieu que je connais bien puisque ça fait 15 ans que j'ai eu des rôles de distributeur, de marque, de revendeur et actuellement avec Shapeart où on commercialise nos produits dans près de 5000 magasins revendeurs en Europe. Il y a plein de concepts à maîtriser et c'est ce qu'on va aborder dans cette série spéciale dans laquelle on recevra Kabaya, Morphée, 900 Care et plein d'autres et où on parlera de retail, de wholesale, d'agents commerciaux, de distributeurs, de marge, de coefficient de marge évidemment, de taux d'effort, de revenus par mètre carré dans une boutique. Bref, des épisodes passionnants, pragmatiques, didactiques et pédagogues que, je l'espère, vous apprécierez. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier dans la série spéciale Retail, nom de code Le Caddie, que j'ai le grand plaisir d'animer avec Mickaël Weiss, qui est le cofondateur de Shapeart, qui fabrique et distribue des accessoires et supports magnétiques de téléphone pour la mobilité. Tout à fait, super bien dit. Salut Laurent. Tu vas bien ? Ouais, pleine forme. Et on est très heureux tous les deux aujourd'hui de recevoir Mathilde Jaruga, qui est marketing manager B2B chez Kabaya. Salut Mathilde. Salut. Salut Mathilde. On a reçu Emilien Fourré il y a quelques semaines dans cette série spéciale Retail qui nous a dressé un portrait très large du mix distribution de Kabaya. C'était passionnant et surtout de tous ses apprentissages et de tous ses enseignements sur le sujet. Et à un moment, on a abordé la question de l'animation du réseau de vente et il a dit là, s'il y a quelqu'un à qui il faut parler, c'est Mathilde. Et te voilà Mathilde aujourd'hui. Très voilà heureux pour vous expliquer tout le marketing B2B chez nous. Formidable et très heureux de te recevoir. On va parler de plein de choses. Alors déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est le marketing B2B, à quoi ça sert, quelle est votre organisation chez Kabaya, qui s'en occupe, combien de points de vente, combien de portes, enfin pas de portes, à qui vous parlez, des distributeurs, des agents, des indépendants. On va ensuite creuser les outils que tu as à disposition pour animer ton réseau de vente. On va parler des canaux de communication, lapsus, que tu utilises, et puis de tes méthodes d'animation et de trade marketing sur les vitrines, les incentives, les challenges de vendeurs, la fidélisation de tes vendeurs, les QCM, bref, tout ce que tu utilises pour animer ton réseau de vente. Et on terminera par des conseils que tu peux donner à quelqu'un qui se lancerait demain ou qui déciderait de commencer à animer ou d'animer mieux en tout cas son réseau de vente. Ça nous fait un beau programme. Très bien. Tu nous arrives du Sud en plus. Oui, tout à fait. Exprès pour le panier, oui, le caddie. Tout à fait, exprès. Raconte-moi quel est ton objectif en tant que marketing manager B2B chez Kabaya. Attends, pardon, un autre truc que je voulais dire aussi. Kabaya, plusieurs épisodes passionnants. Le premier, il y a presque 2 ans avec Emilien, c'est le numéro 18. Vous me demandez souvent l'épisode numéro 18. On a fait un catch-up un an et demi plus tard, c'est le numéro 99. Et l'épisode spécifique retail qu'on a animé avec Mickaël, c'est le numéro 215. Donc, allez les écouter avant, après, mais allez les écouter.
Excuse-moi Mathilde, c'est quoi marketing manager B2B? C'est quoi ton objectif? Alors, l'objectif, ça va être essentiellement de transmettre l'image de marque de Kabaya chez nos revendeurs, de la même manière que nos magasins ou sur notre site internet, et de donner tous les outils à nos clients pour qu'ils vendent au mieux nos produits, en gros. Donc, contrôle de la marque et de l'image de marque, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Image de marque, il faut qu'ils aient en possession tous les arguments, enfin, qu'ils aient vraiment tous les éléments pour bien vendre nos produits et refléter notre image de marque de la même manière que nous. Formidable. L'organisation interne chez Kabaya, c'est quoi? C'est combien de personnes? C'est qui? C'est quel rôle? C'est quelle responsabilité? L'organisation interne, là, je crois qu'on est proche des 70 maintenant. Kabaya en tout. En administration. Ouais. Et avec les vendeurs et responsables de magasins, on est 140. D'accord. Et dans vos équipes, dans marketing, nos équipes, B2B? Du coup, moi, je suis rattachée au service commercial B2B. Ouais. Donc, on est 8 à peu près. Donc, on a une team export où ils sont 3-4. En marketing, c'est essentiellement moi. Ensuite, on a tous les responsables de compte français et les assistantes commerciales et notre directeur commercial. Et ton rôle, c'est France, international, Europe? Pour l'instant, on travaille beaucoup sur la France parce que c'est là où on est très bien implanté. Mais le but, c'est France et export quand même. Même si les 3/4 de nos actions sont quand même en France pour le moment. Ok. Oui, parce que sur l'export, si je me rappelle bien de l'épisode avec Emilien, vous avez énormément d'agents, hein, c'est ça? On a énormément d'agents, oui, essentiellement distributeurs et agents. Ouais, donc avec les agences et les magasins que vous gérez vous directement, vous avez la relation en direct avec les magasins, ce qui est un peu différent quand il y a un distributeur au milieu. Oui, tout à fait. Combien de points de vente? On est à peu près à 2000 clients, France et international. Qu'est-ce que tu appelles un client? Donc, un client, c'est un magasin. Enfin, pas vraiment un magasin, mais ça va être un compte client chez nous. Un client qui a un ou plusieurs magasins, c'est ça? Qui peut avoir un ou plusieurs magasins. Donc, par exemple, une chaîne de maroquinerie, ça va être un client, mais ils ont 20 magasins. Ok. Et donc, combien de magasins en tout? Donc, on a à peu près 2000 clients et à peu près 2500 portes, donc magasins physiques qui revendent la marque Kabaya. Et donc ça, les 2000, t'arrives à les gérer, du coup, toi, j'allais dire toute seule, maintenant il y a quand même une équipe à côté, mais c'est toi le point de contact pour ces 2000-là au final? Essentiellement, mais après, pareil, sur l'export, ça va être quand même les distributeurs, les agents. Les agents sont quand même les premiers points de contact. Après, pour le marketing, oui, c'est moi. Après, on fait pas de marketing de marketing vraiment spécialisé avec les 2000 clients. On se concentre sur quand même nos meilleurs clients parce qu'on teste des choses avec eux. Et après, il y a des choses qui sont très faciles à reproduire sur 2000 personnes. C'est donner du contenu média, ça, c'est facile à donner à 2000 clients. Par contre, faire une vitrine pour 2000 clients, c'est plus complexe. Donc, comment tu qualifies les meilleurs clients? Nos meilleurs clients. T'as du commande, vente, rotation? Ça va être déjà le chiffre d'affaires, c'est quand même important. Et après, on peut pas se fier qu'à ça parce que un client qui est une maroquinerie qui a 20 points de vente, forcément, il va avoir un chiffre d'affaires qui est énorme par rapport au petit concept store au coin de la rue. Pour autant, le petit concept store au coin de la rue, il vend très bien pour sa surface. C'est un très beau magasin, une très belle image de marque. Donc, un client qui vend moins, mais qui a une belle image de marque, enfin, qui a un bel environnement, pour nous, c'est un beau client parce que c'est une belle image pour la marque. Et tu les as tous en direct ou tu passes par des agents quand tu communiques? Non, on passe tous en direct. Sauf pour l'export qui est traité de manière différente. Mais en France, du coup, c'est des agents et on a la relation en direct avec les clients. Ok. Et là, tu dirais que sur ton portefeuille de 2000 clients, t'en as à peu près, ça représente quelle proportion, ceux avec lesquels tu mets en place vraiment des actions de trade marketing assez développées? Il y en a à peu près 300, je pense. 300 sur les 2000, hein. Ok. Et qui représente combien de chiffres? En proportion, je te demande pas le... Franchement, c'est à peu près 70% du chiffre. Ouais, c'est une parfaite règle des 80. Ok, formidable. Justement, tes interlocuteurs, c'est qui? Donc, t'as les agents en partie, ou tu m'as dit que t'as aussi les magasins en direct? Pour le marketing, honnêtement, c'est essentiellement les magasins parce que c'est avec eux qu'on deal les vitrines, ce dont ils ont besoin, les PLV. Après, les agents, on les informe qu'on travaille avec leurs clients et ce qu'on met en place parce que c'est bien de savoir ce qu'on fait avec leurs clients. Mais non, c'est essentiellement du direct pour ça. D'accord, tu informes quand même les agents de ce que tu fais avec leurs clients. Ouais. Et eux, ils demandent à être informés? Oui. Okay. Justement, si on fait une vitrine, ils sont contents de le savoir parce que c'est un argument aussi quand ils passent leur commande de dire Kabaya fait des choses aussi pour vous. Oui, et puis l'agent, s'il joue bien le jeu, il va passer vers, tu vois, je t'ai obtenu une vitrine avec Kabaya. Oui, voilà. Et quand tu viens pour passer, prendre la prochaine commande, tu vois, tu t'en joues un peu. Au final, tout le monde est gagnant de ça, quoi.
Et t'as un CRM de tes points de vente. Tu connais les 2000, tu connais évidemment ce qu'ils achètent. Enfin, 2005 plutôt d'ailleurs. Tu connais leur surface, tu connais, qu'est-ce que tu sais de tes points de vente? La surface, pas vraiment. Je connais... On va avoir tout chiffre d'affaires, on va avoir les catégories de produits qui travaillent. Donc, nous, c'est essentiellement, en gros, maroquinerie, petite maroquinerie, bonnets, chaussettes, serviettes de plage, gourdes. Donc, on sait à peu près les concepts, on appelle ça des concepts qui travaillent. Le nombre de magasins qu'ils ont et leur localisation. Okay. Voilà, c'est essentiellement les choses qu'on a sur eux. Et en 2023, enfin, depuis 10 ans ou 15 ans, j'en sais rien, en tout cas, le marketing B2B concerne que le point de vente ou aussi potentiellement le e-commerce du revendeur? Non, essentiellement le point de vente. Ok. Pour le e-commerce, on les incite pas forcément à vendre en e-commerce parce que déjà on est sur le e-commerce aussi et ils font quand même 90% de leur chiffre, je pense, en magasin. Donc on leur donne quand même des outils, enfin du contenu média s'ils ont besoin de promouvoir la marque et de dire qu'ils ont reçu de la marchandise. Mais essentiellement, ils sont plus intéressés sur le marketing du point de vente que leur e-commerce. Cool, compris. Voilà pour le contexte général. J'aimerais rentrer dans le premier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est les outils que tu as à disposition et que toi, tu utilises d'ailleurs. Donc, tu m'as dit qu'il y avait on va commencer par ça, vos outils à vous pour gérer vos points de vente. T'as ce CRM? On a un CRM, on a notre site B2B où on a quand même énormément d'informations, que ça soit la localisation, les chiffres d'affaires, s'il a passé sa précommande, combien de réassorts qu'on a aussi sur notre CRM parce que c'est relié. Mais du coup, c'est essentiellement ces deux outils-là pour la gestion commerciale, on va dire. Et ensuite, en outils, on va avoir un kit média dont on parlait, c'est un Google Drive, où on met tout à disposition, le contenu dont ils peuvent avoir besoin, que ce soit des photos, des argumentaires de vente, le lookbook, enfin tout ce genre de contenu. Et ensuite, en outil, notre outil de newsletter avec lequel on fait... Je reste et j'aimerais bien détailler un petit peu, mais ces fameux contenus, donc j'imagine déjà des images, tout ce qui est packshot, tout ce qui est lifestyle autour de vos produits. Exactement. Donc, packshot de toute la saison en cours et la saison d'avant. Et shooting lifestyle, vidéo. On fait des ads. On fait beaucoup d'ads. Donc, on leur met à disposition. En général, c'est très court et ça marche bien. C'est assez informatif. Donc, on leur met à disposition si besoin. Voilà. Après, tout ça, c'est dans ton kit média. Hein. Et qu'est-ce qu'ils en font comme usage, eux? En général, ils repostent sur les réseaux sociaux. Ou sur Facebook, Instagram... Et certains, des fois, on a des magasins qui ont des grands écrans en magasin, derrière la caisse, où du coup, ils mettent cette vidéo qui tourne en continu, ce genre de choses. Tu parlais aussi, tu as mentionné dans le kit média la partie formation. Ouais. Donc... Ça, tu l'inclus dedans. C'est quoi? C'est quel type? C'est des PDF en mode bullet point ou c'est de la vidéo explicative? Non, c'est du PDF. Pour l'instant, on aimerait bien faire de la vidéo, mais bon, ça prend beaucoup de temps. On avait déjà fait... On aimerait faire ça dans le futur, un peu comme un live shopping. On a testé ça d'ailleurs sur notre Instagram, mais c'est plus ludique. On l'a pas encore fait parce que c'est assez long. Mais non, c'est du PDF classique avec des images et c'est vraiment très court avec argumentaire de vente. Les points les plus importants à savoir et une phrase d'accroche pour le client, enfin pour le vendeur du magasin pour accrocher le client par produit. Et prendre nos certifications, nos labels, parce que c'est important. On est une marque éco-responsable, donc c'est important. On fait plein d'actions. On a des matières recyclées, etc. Et c'est important que les vendeurs le sachent parce que ça, c'est un argument de pourquoi le client va aussi acheter le produit. Donc fiche produit. Fiche produit. Ok, digital. Digital. Jusqu'à présent, t'as pas parlé de papier. Il y a pas de papier? Non. Personne te le demande? À part le lookbook papier, où on le fait encore parce que on a quand même un lookbook papier, qui est aussi un outil de prise de commande. Mais on essaye de tendre au max vers le digital. Quand tu dis c'est un outil de prise de commande, c'est parce que vous avez les références qu'ils peuvent retrouver sur le site B2B et... En fait, ça leur sert de catalogue, quoi. Ouais, c'est un catalogue de collection. Donc, il y en a 2 par an. Donc, printemps-été, automne-hiver, qui sort du coup en janvier et en juillet. Dedans, il y a toute la collection. Et il y a aussi, il y a une première partie, ça va être l'environnement marque, toutes nos actions, les labels qu'on a, nos certifications, enfin comprendre l'écosystème de la marque. Et ensuite, on a vraiment la présentation de tous les produits, tous les coloris. Donc, du coup, si vous connaissez un peu la marque, vous savez qu'on a énormément de coloris. Donc, et on appelle ça des focus techniques. Donc, devant chaque catégorie, on a vraiment toutes les spécificités du produit
parce qu'une des spécificités de Kabaya, c'est d'avoir des ingéniosités dans nos produits. Donc, il faut que les clients les connaissent et que ça leur donne envie d'acheter. Donc, on explique tout ça, toutes les coloris. Et du coup, ça leur permet de découvrir la collection, le nouvel environnement, etc. Et les agents vont s'en servir aussi pour prendre leurs commandes parfois quand ils reçoivent les clients dans leur showroom. Souvent, il y en a beaucoup qui aiment bien noter sur le catalogue. C'est un ordre spécifique, ça va être le même ordre sur notre site B2B. Tout est fait pour simplifier la prise de commande. Donc, c'est marketing et commercial. Mais c'est une des seules choses papier qui reste aujourd'hui parce que c'est quand même important pour les clients de l'avoir. Il y en a qui sont satisfaits avec le digital, mais... Ouais, mais ça, on le retrouve aussi sur toute la partie salon. À chaque fois, il faut le papier, il faut toujours... On a beau expliquer, non, on n'imprime plus. Nous, on fait la même chose, on n'imprime plus aucun flyer, catalogue. Maintenant, on va pas imprimer, en fait, tout est digital. C'est plus simple, c'est mieux pour tout le monde. Mais ça, c'est le côté à l'ancienne du wholesale et du retail. C'est non, mais il faut un truc physique, il faut que je puisse toucher, il faut que C'est pas Emilien qui nous parlait de ses prises de commandes qu'il avait sur des coins de table qu'il prenait en photo et lui envoyait en disant je te commande 200 sacs. Ça nous est encore arrivé la semaine dernière. Je sais plus si c'était avec l'épisode avec Morphée ou avec Emilien. Ouais, mais moi, ça m'arrive encore très régulièrement. Le mec m'envoie des photos d'un truc qu'ils ont griffonné ou un texto, un truc. Elle est là, la preuve. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, sur des petites commandes, en vrai. Oui, et si tu les connais, j'imagine que. Oui, c'est pas bien grave. Donc, fiches, certification. Est-ce que tu les aides à communiquer autour des produits? Est-ce qu'il y a un argumentaire de vente? Oui, justement. Fiches produits, argumentaire de vente, les phrases d'accroche, toutes les spécificités. Et ensuite, on a aussi fait un QCM récemment. C'est très court. Je pense que ça doit prendre 3-4 minutes. Il doit y avoir 11-12 questions. C'est spécifique à un produit. Et ça permet de tester les connaissances du vendeur. Donc, c'est bien pour les chaînes de magasins où c'est les directeurs de magasins qui incitent leurs vendeurs à répondre à ce questionnaire. C'est facile, il n'y a pas de questions pièges, mais c'est pour tester les connaissances du vendeur parce que parfois, ils pensent connaître tous les argumentaires du produit, alors que non. Et du coup, ça permet de leur apprendre de manière ludique à vendre le produit. Il y a un truc à gagner ou... Non, il y a rien à gagner pour l'instant, mais ça permet aussi aux responsables du magasin de voir si ces vendeurs jouent le jeu et se forment. Donc, on n'a pas de système de notes ou quoi que ce soit, mais du coup, on peut fournir au directeur du magasin, sur tes 50 vendeurs, il y en a 25 qui ont joué le jeu. On a la liste, tiens, il te reste 25 personnes qui n'ont pas eu le temps, incite-les à le faire parce que c'est bénéfique pour tout le monde. Mais alors, juste pour comprendre la chaîne, le QCM, tu le crées sur quel outil et comment tu t'assures que les vendeurs du revendeur le remplissent? On le crée sur Typeform. Ouais. Ok, très bien. Facile. Outils en ligne. Voilà. Pas très cher, ça dépend, mais bref, gratuit pratique. si on veut. Alors, gratuit si on veut. Moins brandé, mais moins gratuit brandé. si on veut. On a Typeform. Donc tu crées ton formulaire sur Typeform. On a à peu près 11-12 questions avec une ou deux réponses. Et à chaque mauvaise réponse ou bonne réponse, il y a le petit texte après qui arrive en disant « Ok, c'est la bonne réponse, on te met un peu plus de détails. » Ou « Non, c'est la mauvaise réponse et on te met aussi le détail. » Mais on fait en sorte que ça soit très court parce qu'on n'a pas envie que ce soit une formation d'une demi-heure, c'est pas le but. Donc voilà, et après on le fait pas, on l'envoie pas à tout le monde, on cible, c'est assez récent, donc on cible des chaînes de magasins. Ouais, c'est plutôt les grandes, on teste avec des magasins, des chaînes qui ont 5-6 magasins. Ouais, et on est en relation avec le directeur du magasin, on lui dit voilà le QCM à tes vendeurs, lui il me dit j'ai 25 vendeurs qui doivent le faire. Et du coup, au bout d'une semaine et demie, on lui dit, OK, j'ai tant de personnes qui ont fait. On a la liste des inscrits parce que les gens doivent mettre leur nom. On n'a pas forcément de résultats, c'est pas le but, mais au moins on voit qui a participé. Mais c'est pas du flicage. Le but, c'est que ils développent leurs connaissances et tout le monde soit content. Attends, j'ai raté l'épisode. Comment tu l'envoies aux vendeurs? C'est un lien, en fait. C'est un lien, donc c'est le patron d'un magasin qui va le renvoyer lui-même à son équipe. C'est le responsable du magasin qui diffuse à ses équipes. On peut l'envoyer en direct s'il nous donne les emails, mais en général... toi, tu les as pas en général, j'imagine. On les a parce qu'ils nous contactent pour faire des réassorts ou quand ils ont des questions sur les SAV. Les vendeurs du magasin nous contactent, mais pour être sûr de rater personne, c'est mieux de passer par le directeur du magasin. Okay. Il envoie ses vendeurs, ses différents points de vente. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que tu vérifiais, que tu mesurais le nombre de vendeurs qui avaient répondu. Ça veut dire que tu as cette information. Dans le point de vente A, il y a 25 vendeurs en magasin. C'est lui qui va me le donner. Il va me dire, OK, j'ai une cible de 25 vendeurs. Et du coup, moi, je peux voir, parce que quand ils remplissent le formulaire, au début, ils mettent leur nom et leur point de vente. Donc, je sais que sur Amiens, il y a 5 personnes qui ont joué le jeu. Sur Lille, il y en a 2. Et du coup, lui, ça lui permet de savoir qui a ça marche bien quand t'as des enseignes qui sont bien structurées.
Dès que c'est un peu moins structuré, c'est un peu plus galère. Et un peu de bricolage, quoi. un peu plus de bricolage, et c'est là où tu peux en venir un peu à la formation en physique, hein. Tout simplement d'aller trouver le moment où tu sais que toute l'équipe de vendeurs va être sur une journée de formation avec une très grosse marque, t'essayes de te greffer, ou sur un lancement de saison, les grosses réunions, t'essayes de te greffer à un moment où tu sais que tu auras toute l'équipe, mais t'y vas en physique. Nous, c'est ce qu'on fait régulièrement parce que tous les vendeurs n'ont pas forcément le mail, ou des fois il y a pas mal d'enseignes où c'est un mail pour toute l'équipe de vente. Donc tu sais pas trop qui, quoi, comment. C'est beau d'avoir des belles enseignes comme ça, mais c'est vrai que sur les plus petits ou ceux qui sont moins bien organisés, c'est la débrouille après, ouais. Après, C'est toi qui faisais, pardon, excuse-moi, c'est toi qui faisais t'allais dans une ville avec, je sais plus, des alternants ou ton associé, vous preniez des trottinettes et vous faisiez le tour de tous les... TGV Max, trottinette électrique, ouais, on a ouvert quasiment 700 magasins comme ça. Et ouais, bien sûr. Et on faisait pareil pour les formations, et on essayait. Nous, on travaille par exemple très bien avec une enseigne qui s'appelle Intersport. Effectivement, t'as plusieurs vendeurs dans différents magasins. Souvent, les mails, c'est des mails génériques. C'est pas évident d'aller pousser du contenu. Donc du coup, on essaye de se greffer. Journée de formation, on sait que tous les magasins vont se rejoindre pendant 2 jours parce que c'est leur séminaire ou quoi que ce soit. Et là, on essaye de gratter 5 ou 10 minutes, parce qu'on est petit. Quand c'est Kebaya, ce sera peut-être plus 20 ou 30 minutes, tu vois. Mais et on essaye de les former comme ça en physique au moment où ils sont tous réunis ensemble. Ouais. Mathilde, t'allais dire quelque chose, je t'ai coupé la non, parole. c'est sûr que c'est dur de mesurer qui lit vraiment. Bon, là, on le sait parce que c'est un questionnaire, mais on le fait pas avec tout le monde. On le fait que, pour l'instant, avec des chaînes de magasins, mais on peut pas mesurer le nombre de personnes qui lisent vraiment. C'est très bien que les gens lisent pas vraiment ce qu'on leur envoie. Mais du coup, là, techniquement, on couple ça avec des jeux concours entre les points de vente. Donc, les vendeurs qui font le meilleur pourcentage, la meilleure évolution des ventes sur une certaine période gagnent des lots Kebaya. Et donc là, ils sont en demande de formation eux-mêmes, en fait. Donc là, ça marche bien dans ce genre de mécanisme de jeu entre magasins. C'est plus facile. Cool, pas mal de sujets que tu as abordés et pas dans l'ordre, donc je suis complètement perdu dans dans mes fiches, mais c'est pas grave. Challenge et formation. Formation, je rebondis juste sur ce que disait Mickaël. Est-ce que vous faites ça? Vous avez une équipe qui se déplace sur le terrain? Non. Tout en distanciel. Ouais. Mais je pense qu'on peut l'envisager. On pourra l'envisager plus tard. Surtout avec typiquement des magasins comme Intersport, etc., où on peut réunir les salariés. C'est hyper pratique. Après, on a un business model avec beaucoup de petits clients, donc c'est assez technique. Mais ce qui est aussi un avantage, puisqu'en fait, le petit client, si on prend un petit concept... Alors, petit, c'est pas péjoratif, hein, je parle en superficie, en nombre de personnes, mais c'est souvent 4 personnes. Tu vas avoir un gérant, plus un assistant et 2 vendeurs pour couvrir la plage horaire. Donc, c'est 4 personnes. Et le petit magasin, entre guillemets, quand il achète, c'est dans son intérêt de vendre. Donc, il est beaucoup plus concerné qu'une grande enseigne où les produits viennent de la centrale. C'est pas la personne en rayon qui a décidé de l'achat. Donc, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Mais je pense qu'à terme, c'est possible vu la taille de Kebaya, que vous arriviez à un modèle de marque encore plus grosse qui fait où ils ont les commerciaux et les formateurs. Et on a 2 équipes en parallèle. Ça arrive. C'est un peu la suite logique. Donc, Puis c'est intéressant de rencontrer les équipes, autant pour eux que pour nous. Ça nous rapproche aussi de notre relation client, et on est vachement en demande d'être hyper proche d'eux. Donc ça va dans ce sens-là. Donc, ouais. Ok pour la formation. Et l'autre sujet que tu as abordé, c'était les challenges. Et vendeur, ou c'est au sein d'une enseigne, au sein de plusieurs, c'est sur une zone géographique, comment est-ce que vous l'organisez? C'est au sein d'une enseigne, donc on fait ça notamment avec un magasin comme Black Store. On a plus de 80 magasins en France. On va leur proposer sur une période donnée, donc en général l'été, avant la rentrée scolaire, on va leur dire vous avez 1 mois pour faire les meilleures ventes. Donc, on calcule la meilleure progression des ventes par magasin, parce qu'il y en a qui ont des superficies différentes, etc. Donc, on calcule la meilleure progression par rapport à l'année d'avant. Enfin, la meilleure progression sur cette période, il me semble. Et du coup, l'équipe de vendeurs qui a fait cette meilleure progression, donc je crois qu'il y a quand même 3 magasins gagnants, ils reçoivent un lot Kebaya. Ça va être la panoplie, sac, bonnet, chaussettes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, question de néophyte peut-être, mais toi, t'as que l'information sell-in, t'as pas l'information sell-out. Donc la meilleure progression des ventes sur les commandes qui te passent à toi.
Non, sur ce qu'ils vendent, non, j'ai l'information. Ils nous envoient des données de ce qu'ils ont vendu. Ok. Ouais, ça c'est important. Et juste un petit détail, parce que ça peut paraître un peu bête, mais c'est hyper important de le faire sur la progression, plus que sur des chiffres donnés. Il faut faire 100 sacs. Puisqu'en fait, d'une ville à l'autre, les superficies sont très différentes. Un magasin qui bosse la marque depuis 5 ans versus celui qui la bosse depuis 6 mois, les évolutions seront différentes. Ça, moi, je l'ai expérimenté dans le passé, où tu fais les petites erreurs de dire, ouais, allez, t'as un objectif chiffré, numéraire. Non, en fait, rémunérer la progression, c'est le plus juste. Et surtout, le fait que ce soit de la progression, en fait, c'est la progression qui va financer derrière l'opération. C'est le gain de marge que tu vas faire qui va financer l'opération commerciale. Parce que, mine de rien, je pense que ça représente quand même un coût pour la marque. Je sais pas comment vous avez articulé ça, par exemple, avec Blackstore sur l'organisation, le financement de cette En fait, finalement, on n'a pas grand-chose à financer pour ce genre d'opération parce que c'est des challenges entre équipes de vente. Donc finalement, à part leur donner des lots quand ils ont gagné, c'est tout ce que ça nous coûte. On leur envoie des lots. Et t'as quoi comme type de retour ? Ça les amuse, ça les excite. Ça marche super bien. Non, franchement, ça marche super bien. On est super contents tous les ans. Après, on augmente notre chiffre d'affaires tous les ans, nos objectifs. Donc, on est sur une forte progression à la base. Mm-hmm. Mais globalement, non, ça marche très bien. Les équipes sont super contentes. Et puis, des fois, quand il y a des équipes un peu ex-aequo, on fait toujours des efforts. On leur donne quand même des cadeaux. Donc non, franchement, on a des super retours et ça doit faire, je pense, 2-3 fois qu'on fait ce genre de concours. On a 3-4 grosses chaînes de magasins en France avec qui on le fait. Okay. Et on continue à le faire. On en fait encore une cet été. Très content. Et c'est pas énormément de préparation parce que on envoie tous les arguments de vente aux vendeurs justement parce qu'ils sont en demande d'être formés pour bien vendre et gagner le concours. Mais après, on s'assure qu'ils aient le stock parce que si on fait un concours mais qu'ils n'ont pas de stock, c'est compliqué. Donc, on gère leur réassort de manière prioritaire, etc. Mais on s'assure qu'ils ont un gros stock à la base. Et après, c'est tout. On regarde les chiffres et on chez Blackstore, il y a 200 marques. Je connaissais pas Blackstore, c'est ça ? Tout à fait. C'est l'enseigne mode, sportswear mode d'Intersport. Autant pour moi. C'est plus lifestyle. Ouais, exactement. Ok, c'est récent ? Non. Le mec il débarque. Oh là là. Moi j'ai commencé. Moi je crois que la première fois que j'ai bossé avec eux, je vais faire l'ancien. Ça fait 13-14 ans. Ok. Mais ça. Mais ma question est valide quand même. Donc chez Blackstore il y a 200 marques. Comment tu fais pour sortir du lot ? J'imagine que t'es pas la seule à faire des concours, des challenges à je sais pas, juste avant l'été pour le. Ou à la rentrée pour le sac à dos. Enfin tu vois. Après, on n'a pas les chiffres de sortie de toutes les marques, bien évidemment. Mais franchement, on se focalise sur nous. Et là, on fait... du coup, on a ces challenges-là. Et là, on fait une opération de trade marketing cet été avec les Blackstore où on a négocié avec eux d'avoir un dispositif de PLV. Pendant un mois, on aura un jeu concours où tous les clients du Blackstore ont le droit de scanner un QR code à l'entrée du magasin pour tenter de remporter un lot Cabaya. Donc, le client rentre. Dans le meilleur des cas, il scanne le QR code à l'entrée. Il voit qu'il a gagné un sac à dos sous réserve d'achat Cabaya. Donc là, du coup, le but, c'est de gagner en visibilité et en notoriété et le diriger vers le stand. Il va se dire, OK, j'ai gagné un sac à dos. Même si je connais pas la marque, je vais voir quand même de quoi il s'agit. Donc, le but, c'est de les diriger vers le stand et voilà, de gagner en notoriété. Et si le client achète juste une paire de chaussettes à 9 €, mais qu'il a gagné un sac Cabaya, il va repartir avec sa paire de chaussettes qu'il aura acheté et son sac Cabaya gratuit. Donc ça, c'est une opération qu'on fait avec eux. On n'est pas les seuls à faire ce genre d'opération, mais c'est des choses qu'on met en place pour aussi... Qu'est-ce que tu as fait dans ce genre d'opération que tu ne referas plus ? On n'a pas énormément de recul sur ça parce qu'en fait, c'est vraiment nouveau. Les challenges vendeurs, honnêtement, on n'a pas eu de problème particulier parce que c'est assez facile à gérer. Là, je vous avoue que c'est un crash test. C'est la première fois qu'on fait ça et on s'est lancé en grand bain avec 82 magasins pour le jeu concours. Donc, ça va être en plein mois d'août, donc on croise les doigts. Mais ce qui peut nous arriver, c'est que y a un problème avec... c'est une roue, en fait. C'est une roue... c'est un peu comme une roue de la fortune. Donc, s'il y a un bug sur... En physique ou Non, c'est en digital. En mode tablette, disposition. Ouais. En fait, c'est un QR code qui scanne et ça ouvre la roue sur son smartphone. Mais les problèmes qu'on peut avoir, c'est un problème avec la roue, un problème de stock. Le magasin, on leur livre des lots de cadeaux à gagner en fonction des lots à gagner dans la roue. Et s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui jouent et que le magasin est à sec de lots, là, on va avoir un problème. Donc, ça va être surtout sur la gestion de leur stock qui va être compliqué.
à bien suivre de près. Et puis, pareil, on peut suivre le nombre de gagnants en direct. C'est-à-dire que s'il y a vraiment beaucoup de personnes, on a un budget à respecter. Donc, si il y a vraiment beaucoup de personnes qui jouent et qu'on dépasse le budget, on va réguler les gagnants. Et vice-versa, s'il y a pas assez de personnes qui jouent, on va mettre plus de gagnants. Parce que nous, notre but, c'est que, je sais pas, sur les 80 magasins, il y ait 2000 gagnants. Si on voit qu'au bout de 2 semaines, il y en a que 500, on va augmenter les pourcentages de win dans le jeu. Comme ça, il y aura autant de gagnants que ce qu'on avait prévu. Vous avez déjà chiffré un budget? On a déjà chiffré un budget. Ouais, ok, d'accord. De réassort de l'eau. Et sur la partie physique, tu m'as dit qu'il y avait un QR code à scanner, c'est ça? Donc il faut un autocollant ou un présentoir ou quelque chose. Chez eux, on a dealé un présentoir en caisse, une PLV autoportante en rayon, une espèce de kakémono sur un support en métal. Et on a aussi une grande affiche à l'entrée du magasin. Les Black Store ont un gros support avec plusieurs affiches à l'entrée du magasin, et du coup on aura la nôtre là. Et ils vous soutiennent sur la partie digitale aussi? Est-ce qu'ils envoient eux communiquent un peu à leur base parce que je pense que, alors je sais pas à quel point ils sont connectés avec la base de clients Intersport, mais qui est colossale. Est-ce que eux derrière ils vous poussent aussi un peu en mail Alors du coup je suis pas sûre qu'ils aient les contacts des clients Intersport, mais là leur client Black Store, c'est déjà énorme. Mais oui, on va pousser des newsletters sur les réseaux sociaux. Ils vont aussi travailler avec des influenceurs à leur charge. C'est eux qui les choisissent. Après, on est obligé de valider parce qu'il y a des influenceurs qui correspondent pas à notre environnement. Mais ça, c'est eux qui prennent en charge complètement. Donc nous, nos frais, c'est le développement des PLV pour tous les magasins, les livraisons, la livraison du stock, des cadeaux. Des cadeaux. Et voilà. Donc c'est un gros dispositif au final, quoi. C'est un gros dispositif. Surtout pour un premier crash test, c'est vrai qu'on a mis les pieds dans le plat direct. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Je note que tu l'appelles crash test. Hein. Après, vu que c'est un test et qu'on n'a jamais fait, on sait pas. Pareil, ça se trouve personne ne jouera parce que les QR codes, tout le monde ne les scanne pas. On sait pas, mais bon, c'est pas grave. On essaye. C'est un très bon client. Et puis on est confiant parce que nos lots sont quand même cool. On a un gros pourcentage de gagnants quand même. Donc au final. Tout le monde est content dans l'histoire. QCM, on a abordé la formation et les équipes sur place pour l'instant. Enfin, les équipes de vente physique terrain, pour l'instant, il n'y en a pas. Challenge Vendor, hyper intéressant. Les incentives, vente et magasins de vente, est-ce que vous avez des choses en place au-delà de ces challenges? Est-ce que ça fait partie de ton scope, ton périmètre? Non, mais on n'a pas d'autres incentives du genre. Je réfléchis. Commission de fin d'année sur volume, je sais pas, qu'est-ce que... Non, on fait très peu de remises. C'est rare, ça. Non, ouais. Okay. Et ça peut être aussi mal perçu par le magasin. Nous, moi j'ai eu l'expérience aussi quelques fois. Bon, là, quand t'es Cabaya, c'est cool parce que t'offres plein de lots, des produits Cabaya. Tu peux très vite offrir un joli lot avec 300-400 euros de cadeaux. De matos. Ouais. Ça chiffre. Nous, tu vois, c'est un problème qu'on a. Moi, je lui dis au mec, je vais équiper ta moto. Super, je t'ai offert un produit à 40 balles. Ça motive quand même un peu moins, tu vois. Donc souvent ce que les marques font, c'est faire appel à on offre du champagne, on offre des smartbox, on offre des petits cadeaux un peu sympas. Mais par contre, dès que ça touche à l'argent, tu peux avoir des soucis, notamment avec les directeurs de magasins, en disant ok, que t'offres un cadeau, c'est une chose, que tu commences à payer les mecs, des fois c'est pas toujours très bien pris. Il y a eu des cas très extrêmes où c'est le patron du magasin qui garde les cadeaux. Non mais en vrai, Mathilde elle explique parce que ça se passe très bien, ils gèrent très bien leurs clients, mais il faut quand même bien l'anticiper et c'est pour ça que d'avoir une bonne connaissance de ses clients et de savoir avec qui on peut faire les choses. Parce que ça s'anticipe un petit peu quand même. Le but, c'est que ce soit le vendeur qui soit motivé avant tout, quoi. Donc faut s'adapter. Tu vois, je dis une bêtise, mais si tu sais que ton vendeur c'est un fou furieux de foot, allez, tu peux lui offrir une petite place de match sur le challenge. Ça sera beaucoup plus efficace que si tu avais offert une caisse de champagne, même si ça coûte beaucoup plus cher. C'est là où c'est intéressant dans le CRM d'aller essayer de pousser. Tu vois, si tu as 300, d'aller identifier les vendeurs clés dans les enseignes clés et d'essayer vraiment de les connaître, en fait, tout simplement, et d'aller trouver le petit incentive bien senti, quoi. Mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, on fait d'autres choses aussi, typiquement sur le lookbook. À chaque sortie de lookbook, donc 2 fois par an, il y a un petit jeu dans le lookbook où ça va être trouver l'intrus, trouver un peu Charlie, ce genre de choses. Et du coup, si tu gagnes, si tu trouves la réponse au jeu, on t'offre un petit cadeau. Donc on te dit envoie-nous un mail et tu vas gagner un petit truc. Et souvent on leur offre une petite PLV.
Et du coup, ils sont super contents parce que les PLV sont quand même payantes. Et une PLV gratuite, ça fait toujours plaisir. Donc, on fait ce genre de choses. Ou sinon, ça nous est arrivé de faire des concours de vitrines en leur disant, soit quand je leur fais des vitrines ou même pas, je vais leur dire, envoyez-moi une photo de votre vitrine. Et la plus belle vitrine remporte une carte Fnac de 300 €. Vitrine, sujet intéressant qu'on peut ouvrir. Hein. Tu les aides, tu les accompagnes. Quels sont leurs outils, quels sont leurs objets pour faire une belle vitrine Kabaya? Alors récemment, on a développé un pack, un kit, une formation merchandising. Bon, c'est un PDF. Visual merch. Okay. Voilà. Pour leur expliquer comment bien vendre nos produits. Donc, on a surtout le problème pour les sacs à dos parce que, un bonnet ou une gourde, c'est assez facile à exposer. Sauf qu'un sac, il faut le rembourrer. Il y a des manières de le présenter. La pochette qui est interchangeable, qui est mal accrochée, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que quand on voit... du coup, moi, je fouine vachement sur les réseaux sociaux parce qu'on met aussi en avant nos revendeurs sur les réseaux de temps en temps. Je cherche des photos. Et quand je vois les présentations, je vois qu'il y a un peu de formation à faire. Donc, on a un book avec comment présenter le sac, les bonnes façons de faire, les mauvaises façons de faire, les couleurs, les dispositions au niveau des yeux, en bas, les couleurs, les moins bien, les coloris les moins bien vendus, etc. Donc, on les accompagne vraiment à la réception de ta marchandise, toutes les étapes que tu dois faire jusqu'à ce que tu présentes ton sac. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place. Sinon, on leur fait des vitrines. Du coup, c'est pas tous nos clients, mais nos meilleurs clients, on leur propose des vitrines 2 fois par an. Donc ça va être soit une vitrophanie qu'on va leur proposer. C'est quoi une vitrophanie? C'est un sticker à coller sur une vitrine. Donc on fait ça essentiellement pour Noël ou la rentrée scolaire. Et pour les meilleurs clients encore, on va leur proposer un merch, du mobilier, du fond de vitrine. J'aimerais bien creuser. T'as dit d'autres choses avant qui m'intéressent. J'ai envie de comprendre le rapport de force là parce que je suis pas sûr de l'avoir. T'as dit ils te demandent du merch qui est payant. Pardon, pas du merch, de la PLV, mais qui est payante. Tout à fait. T'es gagnante toi si on met de la PLV Kabaya dans un point de vvente. Ah bah oui, bien sûr. Au début, on l'a financé une bonne partie au début quand on s'est lancé, parce que le but, c'est, si un magasin présente bien les produits, forcément, il va mieux les vendre. Donc ça, c'est un secret pour personne. Donc forcément, on faisait des efforts sur la PLV, on offrait beaucoup, ou on participait énormément. Aujourd'hui, avec les coûts des matériaux qui ont vachement augmenté, on peut plus faire ça. Du coup, il y a toujours une petite participation, mais c'est plus gratuit pour eux non plus. Et puis, il y en a aussi qui ont abusé, forcément. Ils nous demandaient des merch tous les ans. On donnait un peu. On se demandait ce qu'ils en faisaient à la fin. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, c'est donc que tu choisis les meilleurs revendeurs à qui tu vas offrir une vitrine. Tout à fait. Mais là, du coup, c'est pas la PLV classique, c'est vraiment de la PLV en relation avec le thème du moment. Si c'est Noël, ça va pas être du merch disponible sur notre site B2B à la commande. Ça va être vraiment quelque chose qu'on a décidé. On présente la vitrine au client en lui disant, bon, voilà ce qu'on a envie de faire dans ta vitrine. Et en général, ils nous disent oui, ils sont assez contents de ça. Et là, une fois de plus, je pose la question du rapport de force. Moi, j'ai l'impression que la vitrine, c'est un peu le prize money du magasin. C'est ce qu'ils appellent quand tu passes devant, en fait, et qui te donne envie de rentrer. Et là, c'est toi qui es en position de force, du coup? C'est parce que tu es Kabaya que tu es en position de force. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi ça. Parce que la marque est forte, quoi. Ouais, la marque est forte, elle est. Ouais. La marque se vend bien, donc les clients sont contents de la mettre encore plus en avant. Alors, là, clairement, on leur offre une vitrine gratuitement. Donc ils se disent, super, je vais avoir une super belle vitrine. Nous, notre intérêt, c'est évidemment qu'ils mettent du Kabaya en vitrine, parce que s'il y a un gros sticker, ce qui prend toute la vitrine, en général, ils mettent du Kabaya derrière, évidemment. Donc eux, ils sont contents parce que ils sont valorisés, parce qu'on le fait pas à tout le monde. On le fait que à certains clients. Donc, ils se sentent valorisés. C'est beau aussi, en général. On fait quand même des vitrines assez esthétiques. Et nous, derrière, on a une vitrine Kabaya, donc on est content. Et après, faut pas... Parce que là, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça semble naturel, hein, mais il faut pas oublier qu'il y a pas tant de marques que ça qui vont proposer des vitrines non plus. Hein. C'est-à-dire que de bien le faire, c'est pas... la boutique va pas être démarchée par 50 marques à l'année pour avoir des vitrines. En fait, on se rend pas compte, on se dit ouais, c'est pas... Non. C'était ça ma question. Ouais. Non, en fait, alors là, il y a les 2 critères, c'est-à-dire que d'une part, ils le font bien, et en plus de ça, la marque, elle a la hype en ce moment, elle est vraiment en tendance, elle est donc les 2 critères font que, en fait, le magasin, c'est tout bénéfique. La marque se vend, ils sont sympas, et en plus, la vitrine, elle est bien proposée, c'est quali.
Effectivement, c'est cool. C'est là où c'est plus dur, c'est sur la PLV, de faire payer les PLV. La réalité, voilà, encore une fois, dans leur cas, ça marche bien. Je te prends notre cas. Moi, sur mes 5000 revendeurs, il n'y en a pas beaucoup qui payent la PLV. Parce que le panier moyen est différent, parce que on est un produit plus accessoire. On est moins un produit d'appel, on est vraiment une vente additionnelle qui vient en 2, 3e niveau. Donc la PLV, ça marche très bien, ça a augmenté les ventes très fortement, mais de la faire payer au magasin, c'est difficile. Tu peux la faire payer au distributeur. Nous, on a pas mal de distributeurs qui participent à la PLV, mais au magasin en direct, c'est jamais évident. Et si tu y arrives, c'est que le boulot est vraiment bien fait. C'est intéressant ce sujet, parce que je pense que ça s'applique à la drague, à la levée de fonds, à tellement de sujets. La levée de fonds, c'est pareil. Il y a un moment où tu cours après les investisseurs, et il y a un moment où les investisseurs te courent après, tu vois. À quel moment tu passes le Rubicon en termes de marque et tu deviens, au moins le pouvoir s'équilibre ou le poids s'équilibre des deux côtés de la table, voire s'inverse. Je me dis que ce serait super intéressant dans la série Le Caddie de faire un épisode spécifique visual merch, et en poussant la réflexion un peu plus loin, en t'écoutant parler tout à l'heure Mathilde, je me dis faudrait recevoir la personne qui est en charge des vitrines, des galeries ou du printemps ou chaque année, quoi. Ouais, ou t'as Hermès qui est les spécialistes aussi dans les vitrines. Ouais, bien sûr. Ouais. Cool. Donc on a été sur les vitrines. Il y a quelques points de vente qui sont vraiment importants pour vous ou avec lesquels vous avez une relation particulière et qui tu proposes ces vitrines. Il y a une période dans l'année ? Ça va être Noël et rentrée scolaire. Enfin, Noël, donc on va être sur au moins tout le mois de décembre, et rentrée scolaire au moins tout le mois d'août minimum. Ok. T'as des enjeux de fidélisation de tes points de vente ? T'as des points de vente qui t'abandonnent ? Alors t'as la chance d'être, comme le disait Mickaël tout à l'heure, une marque qui a le vent en poupe, mais tu as un enjeu fidélisation ? Bah oui, énormément, parce que on fait pas de remise, mais par contre on a des clients, bon, soit ils font un très bon chiffre et forcément c'est des gros clients, soit il y a des clients qui ont une très belle image de marque, un beau concept store, même s'il fait pas énormément de chiffres et qu'il a une belle image, enfin qui donne une belle image de Cabaya, c'est un très bon client pour nous. Et après, il y a des gens aussi qui nous suivent depuis le début, ce genre de personnes, on a envie de les fidéliser, et même il y a certains clients qui sont juste hyper sympas avec nous tout le temps, avec les équipes, qui ont toujours le mot gentil, qui nous offrent des chocolats à Noël, qui ont jamais un mot plus haut que l'autre, qui sont hyper juste sympas avec nous. Et parce qu'en fait, on a toujours les clients au téléphone, c'est toujours les mêmes personnes, donc c'est pas, enfin, on crée vraiment une relation avec eux. Donc c'est hyper important pour nous de les fidéliser. Donc on propose différentes choses. On a un groupe WhatsApp pour les clients VIP, on va dire, où ils ont accès à des contenu en exclusivité que les autres n'ont pas. Après, on a quand même nos newsletters. On a ces vitrines qui sont pas proposées à tout le monde non plus. On a aussi des drops d'édition limitée qui sont réservés à nos clients VIP aussi, parce que on estime que c'est un privilège aussi. On vous remercie d'être aussi fidèle ou d'être gentil ou de votre fidélité depuis le premier jour. Donc, on vous offre. Ça, c'est intéressant. Donc, des drops de produits en édition limitée, uniquement disponibles dans tel ou tel point de vente. Exactement. Ok. Tu prépares bien en amont, j'imagine. On prépare, on a nos listes de clients. Après, on n'a pas toujours les mêmes stocks disponibles, parce que initialement, ces drops-là étaient disponibles que pour les particuliers, enfin le client B2C. Donc récemment, on l'a mis en place pour le client B2B. Donc ils se sentent hyper privilégiés d'avoir accès à ces drops parce que ils n'ont jamais eu accès avant. Et puis, c'est un argument de vente. Et tu te fâches pas avec le magasin d'à côté ? Enfin, quand t'as le magasin A qui a le droit au drop et vous communiquez en plus, j'imagine, dessus sur les réseaux sociaux, et le magasin B à côté qui n'a pas les produits. Alors, déjà, on communique pas vraiment sur nos réseaux sociaux. On fait pas trop la pub de nos revendeurs. Okay. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on les met en avant. On a un guide sur Instagram. On les met en avant, mais on communique pas plus que ça. Honnêtement, on n'a pas trop de soucis. Il y en a qui comprennent pas pourquoi ils l'ont pas. Mais après, ils peuvent comprendre aussi qu'il y a certains clients qui ont un statut de fidélité. Ouais, mais ça c'est assez classique. Okay. Au contraire, ça peut être un outil de motivation en disant ouais, mais fais un peu plus, voilà. Vends plus. C'est ça, exactement. Mais c'est comme les conditions commerciales. C'est énormément de marques. Les conditions commerciales de l'année N sont basées sur les résultats de l'année N-1. Et plus tu achètes, plus tu as une remise qui est importante. Donc oui, le magasin en face, il a une meilleure remise, mais c'est parce qu'il achète plus. Donc à toi de pousser la marque. Ça, après, c'est un arbitrage là-dessus. Il n'y a pas trop de friction. Ouais. On a toujours qui râle, mais
ils comprennent. Puis C'est partout pareil. Et même en B2C, quand on est un client d'une marque et qu'on achète beaucoup, on a des privilèges. Ils savent. Ok, compris. Il y a une question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est la mesure. Juste sur les outils que tu as à disposition, en tout cas les contenus. T'en as sur le site web et tu peux mesurer des clics ou des downloads, j'imagine, mais sur ton drive, t'as un moyen de savoir ce qui plaît, ce qui est utilisé, ce qui ne l'est pas? Non, honnêtement, non. J'ai pas de moyen de mesurer le nombre de téléchargements, quoi que ce soit. Par contre, comme je regarde assez souvent les réseaux sociaux pour voir nos revendeurs qui publient sur nous, je vois ce qu'ils publient. Donc, du coup, je sais s'ils prennent plus des shootings, les packshots, etc. Bon, après, les packshots sur leur site internet, de toute façon, ils en ont besoin. Mais non, c'est surtout sur les réseaux sociaux, je me rends compte de ce qu'ils utilisent. Mais j'ai pas de moyen de mesurer réellement ce qui plaît le plus ou pas. Ok. On l'a touché du doigt à l'instant, les outils que tu as pour communiquer avec eux. Enfin, pas les outils, les canaux justement de communication. Donc, tu as parlé du site web B2B. C'est sous ta responsabilité? Oui. Ok. Des particularités à savoir? Particularité, c'est intéressant pour voir les comportements d'achat. Combien de temps ils restent sur le site, les articles qui leur plaisent le plus ou les coloris qui plaisent plus selon les pays. C'est un Shopify? Enfin, c'est une extension de ton Shopify ou c'est un développement propre? Non, c'est un prestataire qui s'appelle le New Black. Ok. Et spécificité, c'est assez classique. C'est pas aussi poussé qu'un Shopify. L'expérience est un poil moins bien qu'un B2C parce qu'il y a beaucoup moins de customisation possible, etc. Après, l'essentiel y est. Vous poussez sur votre B2B, vous poussez tout l'upsell et le cross-sell ou pas? Avec The New Black, vous pouvez le faire ou pas? On peut le faire. Moi, je le fais. Je l'ai testé vachement sur les PLV. Ça a bien marché. Okay. Du coup, si t'es sur les sacs, tu vas avoir les PLV avec les sacs. Et les clients pensent pas forcément des fois aller voir les merchandising disponibles. Donc là, ils les voient. Et j'ai vu que j'avais fait une bonne progression grâce à ça. Donc je le fais essentiellement pour ça. Ok. J'envoie l'information à Julia, pardon, parce qu'on en parlait récemment. T'as quelques outils comme ça qui permettent de le faire. Mais Shopify pousse fort sur le sujet, non? Alors Shopify pousse fort sur le sujet. Ils sont en train de le mettre en place, ouais. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Après, on en revient toujours au même sur tu donnes tout à Shopify ou tu donnes tout à tel acteur. Comment tu veux contrôler et puis pareil, tu vois. Alors ça, il faudrait creuser, mais comment ils le facturent? Parce que Shopify prend un pourcentage de vente en B2C. S'ils commencent à prendre un pourcentage de vente en B2B, et dans quelle proportion? Alors, je pense qu'ils ont étudié le sujet, mais par rapport à une solution custom et qui peut aussi se brancher sur ton ERP, parce qu'il y a ça aussi qui peut être intéressant, d'aller brancher ton shop B2B sur tes stocks logistiques, ton logiciel finance. Donc il y a pas mal de solutions qui existent. Je pense qu'il faut aussi poser le pour et le contre de tout est lié au même endroit et sans prise de tête et pas de nouveaux connecteurs à mettre en place versus justement ce qu'ils vont prendre en commission, quoi. Ouais, okay. C'est pour ça. Non, c'est un sujet qui se travaille vraiment. Et puis après, tu peux le lier aussi aux prises de commandes sur la route pour tes agents et pour tes commerciaux, avec le catalogue où tu scannes et ça renvoie directement. Enfin, c'est... Vous avez quoi, vous? Alors, nous, maintenant, on traite plus aucun client en direct. On passe uniquement par des distributeurs. Je te vois sourire. Non, mais zéro prise de tête ou moins de zéro prise de tête. Non, on fait tout. Moins de marge. Ouais, bien sûr. Mais en fait, de toute façon, c'est toujours pareil. T'en fais moins, tu donnes plus aux autres, tu assumes plus de fonctions de la distribution, tu as plus de marge. Donc nous, on passe 100% de la distribution par des distributeurs. Donc c'est eux qui le gèrent. Et là, on a tout. On a des distributeurs qui sont hyper bien calés où tu peux faire, ils peuvent prendre de la commande, que ce soit sur l'application du téléphone, sur tablette, en scannant les codes. Et il y en a qui sont encore à l'ancienne. Ça dépend des pays aussi. Tu vois, en Allemagne, si t'as pas un site B2B, tu ne fais pas de business. Enfin, ça n'existe pas. Genre, juste les clients ne commanderont pas et donc ça dépend. Après, je sais plus qui nous disait qu'en Italie c'était l'inverse. En Italie, c'est tu passes un coup de fil, c'est le bordel. Clairement. Les moyens de communication avec ton réseau, donc on a dit le site B2B, la newsletter, le téléphone et le drive dont tu nous as parlé. Parle-nous de la newsletter. Le groupe WhatsApp aussi. Et le groupe WhatsApp. Ah, tu m'avais pas dit. Ah bah oui, pour nos clients VIP, on a un groupe WhatsApp. On a peut-être 70 clients dedans. Groupe ouvert ou groupe top-down? Ils ont le droit de répondre? Non. Ils n'ont pas le droit de répondre parce que sinon, j'ai 70 personnes, c'est pas possible. Donc, ils peuvent liker mes commentaires, mes photos. Par contre, ils ont mon numéro, donc ils peuvent me contacter. Mais honnêtement, ils ne le font pas, donc je suis assez contente. Et ils sont invités à
à m'écrire un mail ou m'appeler sur le standard s'ils ont besoin. Mais le but, c'est de leur partager du contenu en exclu, des photos des bureaux, des photos de nous, des photos des protos en développement, plus des contenus moins travaillés, plus spontanés. De manière très basique et pratique, qui envoie les messages? Moi. Avec ton compte? J'ai un WhatsApp business, avec un numéro pro. Ok. Mais donc ils peuvent appeler. Ils peuvent lui écrire. Ils peuvent répondre. Appeler, si, voilà. Ok. Intéressant. Donc WhatsApp avec les 70 plus gros revendeurs, ou en tout cas plus importants à vos yeux. Ouais, voilà, et les plus importants. Pas forcément plus gros, mais les revendeurs. Et la newsletter? Newsletter, c'est 1 fois par semaine pour tout le monde. On fait France, export aussi. Ça va être essentiellement newsletter en 3 blocs assez concise, avec le réassort, une petite info sur nos engagements, nos matières, sur nos nouveaux produits, ou quand est-ce qu'ils vont être livrés de la nouvelle collection. Tu mesures ce que ça t'apporte en termes de vente? En vente, c'est assez compliqué parce que c'est pas relié à notre site B2B. Donc, pas de pic le lendemain ou le... Franchement, non. Honnêtement, je regarde pas vraiment. Je vois le taux d'ouverture, etc. Par contre, j'arrive pas à lier les ventes, en fait, avec ma newsletter. Mais après, c'est vrai qu'on a un système où les clients font énormément de réassorts encore. Donc, presque, ils se connectent 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines pour faire un réassort. On a des minimums de commandes pas très élevés, donc en fait, ils passent des réassorts régulièrement. Et dès que j'envoie une newsletter, forcément, je vois que ça commande plus parce qu'ils se rappellent que notre site, notre stock s'est mis à jour. Donc, ça leur rappelle d'y aller. Donc, mais honnêtement, non, j'ai pas de mesures hyper précises sur les ventes que ça me rapporte. C'est là où Shopify peut peut-être être important. Shopify, Klaviyo, et puis tu peux bien traquer. Faut à creuser. Ouais. Non, on n'est pas des ayatollahs Shopify, hein, j'imagine que... Non, pas spécialement. Le New Black, tu dois pouvoir y arriver aussi. Mais en tout cas, ça veut dire que c'était pas une priorité. Non. Donc c'est plus de l'animation et de l'alimentation. Ouais, c'est de l'animation, de l'information. Ouais. Bien sûr, s'ils passent commande, c'est toujours mieux. Mais... En taux d'ouverture, t'as sur quel pourcentage? Je suis pas mal, je suis à entre 50 et 60%. Sérieux? 50 et 65. Après, je cible à peu près... en France, je crois que je dois cibler peut-être 1200, 1300 emails. Ok. Ce qui n'est pas énorme non plus. Mais du coup, les taux d'ouverture, c'est intéressant. Non, mais c'est qui? C'est des patrons de magasins? Ça va être des vendeurs. Tous ceux qui nous demandent d'être dessus, ça peut être des vendeurs, des patrons de magasins. Ok. Qui sont des agents aussi. Ils aiment bien voir les news. 1200 sur, on rappelle, 2000. Sur 2000, 2000. Mais du coup, là, c'est vraiment que pour la France. J'ai pas les chiffres en tête pour l'export, qui est un peu plus faible. Donc ça fait un gros pourcentage de clients vraiment actifs, quoi. Ouais, et un beau taux d'ouverture. Donc je suis. Et après, je fais en sorte qu'ils reconnaissent ma news, parce que pareil, en B2C, on bombarde de newsletters. Donc le but, c'est que je sois pas noyée dans tout ça. Donc ils reçoivent dans l'intitulé, c'est la news B2B. Ils savent que ça les concerne directement. Du coup, je pense que ça aide vachement aussi à inciter à l'ouverture du mail. T'as toujours le même objet? Enfin, le début d'objet toujours... En gros, le sender, la personne qui envoie le mail, il y a écrit Mathilde de Cabaya. Je crois qu'il y a écrit Mathilde de Cabaya, news B2B. Et ensuite, l'objet change en fonction du sujet de la newsletter. Okay. Mais ça, par contre, ils savent que c'est Mathilde et c'est la news B2B. Mais il n'y a pas de racine de sujet qui est toujours la même, hein, c'est ce que tu viens de dire. Non. Okay. Le sujet dépend... l'objet dépend du sujet. Mais Cabaya B2B / le titre, par exemple, tu vois. Ça, non, c'est vraiment Mathilde de le Cabaya, sender, c'est Mathilde de Cabaya, news B2B, et ensuite il y a le petit objet de la news qui arrive après. 50-60%, c'est beau. Hein. Ouais. Et en outil de communication, tu as aussi le téléphone? On a un standard téléphonique, okay. Tout à fait. Vous les appelez, ils vous appellent? Les deux, tout à fait. On est ouvert toute la journée, 5 jours sur 7. Et là-dessus, des apprentissages, des enseignements, Vous poussez quand il y a une newsletter ou une opération spéciale avec en plus du téléphone et en plus du WhatsApp et en plus de la newsletter, tu vois ce que je veux dire? Ils ont peut-être pas envie d'être emmerdés. J'imagine qu'un patron de magasin, il a peut-être pas envie d'être emmerdé au téléphone. Non, franchement, non. On les appelle rarement, sauf quand c'est un sujet important. Peut-être si c'est pour une opération marketing ou on a besoin, ça nous arrive d'appeler nos gros clients pour avoir un retour sur la valise, comment ça se vend. Quand on essaye d'avoir des informations sur un lancement de produit qu'on est en train de faire. Mais sinon, non, c'est eux qui nous appellent. En général, ils ont un problème quand ils nous appellent, ou ils ont besoin d'une information, ils ont besoin de savoir quand leur commande arrive. Ils ont un SAV.
T'as les agents aussi qui font un peu de, j'imagine, qui peuvent aussi faire tampon sur certaines. On essaye de les renvoyer au max vers leurs agents, que ça soit parce qu'ils ont accès à beaucoup d'informations, donc techniquement ils peuvent leur répondre dans 80% des cas. Donc ils appellent soit nous, soit notre agent. Mais honnêtement, c'est quand ils ont un problème, une demande sur une facture ou quoi que ce soit. Mais c'est tout. Nous, on les appelle jamais, on les démarche pas comme ça. C'est pas la peine, franchement. Ok. Compris. Eh ben écoute, ça nous fait un super tour de tes sujets. Pour conclure, j'ai 2-3 questions à te poser, et puis on peut lancer un sujet qu'on a abordé en préparant l'entretien sur le contrôle de l'image, le contrôle des produits. Mais d'abord, si j'ai déjà un réseau mais que je l'anime pas, ou si je veux me lancer demain, est-ce que tu as des conseils à me donner en termes d'animation? Est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques que tu peux me partager? Comme on disait tout à l'heure, faut vraiment partir du principe que un client B2B, c'est en premier un client B2C. Donc, il faut le traiter exactement de la même manière. Même si c'est un professionnel, il a l'habitude de passer ses commandes sur Internet, d'avoir une super expérience client, que ça soit sur le site sur lequel il commande, les mails de confirmation. Donc, faut vraiment se mettre dans la peau du client B2C qu'on est tous et se dire qu'est-ce que j'aime quand je commande ou dans la relation avec une marque et essayer de reproduire ça. Donc, toutes les informations, la mise à disposition des informations facilement, c'est hyper important. Si spontanément il veut publier sur Instagram, il sait où trouver les shootings, les photos, il va dans son kit média. S'il a besoin de sa facture, il va à tel endroit. S'il a besoin de voir sa commande, son stock disponible, il sait, il est hyper indépendant, il sait où aller. Donc faut essayer de lui enlever tous les freins et lui de mettre le maximum d'informations à disposition. Lui faciliter la vie, quoi. Voilà. Et après, je pense que flatter son ego, c'est toujours bien parce que nos revendeurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc, je pense qu'ils sont assez contents de travailler avec nous parce qu'on essaye de répondre toujours gentiment, avec le sourire, de toujours trouver des solutions. On essaie d'être flexible au maximum. Et du coup, je pense que vraiment prendre soin de cette relation avec le revendeur, c'est hyper bénéfique sur le long terme parce que s'il est content de travailler avec toi, il va mieux vendre tes produits et il va pousser la marque, il va en parler à ses collègues qui ont aussi des magasins. Ça nous arrive souvent de nous dire ok, j'ai mon collègue qui vend déjà votre marque, j'aimerais bien la vendre aussi parce que le magasin lui a dit c'est super de travailler avec eux, ils sont sympas, ils sont arrangeants et ça aide. Donc vraiment la relation client, c'est hyper important et je pense les fidéliser aussi. Après, tout le monde le fait aujourd'hui, mais de récompenser les clients fidèles, les clients qui sont sympas avec nos équipes, c'est hyper important. Donc, cool. Voilà mes conseils. Petite dernière question, mais le contrôle de l'image, c'est important pour vous? On a commencé par ça, donc on va boucler la boucle comme ça. Tu m'as dit que ton métier, c'est de répandre l'image de marque de Kabaya. Toi, tu leur fournis plein d'assets, ils pourront en faire n'importe quoi, les détourer comme des sagouins, changer les couleurs, j'en sais rien. Est-ce que ça fait partie de tes enjeux, tes préoccupations? On n'a pas trop le souci ils utilisent vachement du contenu déjà fait. En fait, on essaie vraiment de leur donner du contenu où ils ont rien à faire, ils ont juste à le télécharger et le reposter. Du coup, ça limite vraiment les créations. On a toujours des petits collages un peu étranges, mais globalement, on leur donne du contenu de qualité pour qu'ils aient rien à faire. Et du coup, on n'a pas trop de problèmes sur ça. Après, forcément, on fait attention à tous les clients qu'on ouvre. On aime bien être dans un environnement de marque qui correspond à Kabaya. Il y a des marques à côté desquelles on aime bien être. Et ça, on est vachement regardant parce que on peut pas se retrouver chez un serrurier, dans une papeterie, c'est pas trop notre environnement de marque. Donc voilà, le petit concepteur du coin de la rue, le petit magasin de fringues, etc. Il y a pas de souci. Mais alors Mathilde parle du serrurier parce que c'est un exemple qu'on a donné tout à l'heure en préparant l'entretien. Où toi, Mickaël, t'as vu en bas de chez moi, il y a un serrurier qui vend du Kabaya. Et donc Mathilde m'expliquait que non, ce n'était pas eux en direct qui avaient fourni ce point de vente, mais sûrement qu'ils avaient trouvé les produits ailleurs, chez un autre distributeur ou rétrocédé chez une autre enseigne. Ouais. Mais et tu vois, là on touche au sujet de c'est les avantages et inconvénients, soit d'y aller en direct, soit de passer comme nous par des distributeurs. Tu vois, sur l'image de marque, nous c'est beaucoup plus compliqué. On a énormément de magasins qui font un peu n'importe quoi avec nos logos, avec nos assets, parce qu'en fait,
On a un drive avec pas mal de choses à disposition, mais on n'est pas au niveau sur la manière dont on pousse les infos à nos distributeurs. Et donc, du coup, les distributeurs ne poussent pas forcément bien l'info au magasin. Et le magasin, plutôt que de poser la question et d'essayer de remonter la chaîne, va se dire, je vais aller regarder sur Google ce que je trouve. Et ils trouvent des trucs qui sont pas toujours très très jolis, et on se retrouve avec des logos en rose, des trucs un peu. Alors ça part d'une bonne intention, hein. Ça part toujours d'une bonne intention. Ouais, il y a pas de mauvaise promo, mais bon, je pense toujours à mon associé Antoine dans ces cas-là, qui est quand même le garant de la DA chez nous. Des fois, il doit saigner un peu des yeux, ouais. Cool. Mathilde, Mickaël, merci infiniment à tous les deux. Merci à toi, Mathilde, de nous avoir partagé toutes ces bonnes pratiques et vos manières de faire. Merci pour l'invitation. Ah bah écoute, plaisir. Tu pourras remercier Emilien qui t'a fait venir du coup et qui t'avait. Tu savais pas que ce serait filmé, hein. Je ne savais pas que ça serait filmé. Ouais. Et tu as dit à Emilien que si c'était filmé, tu viendrais pas, c'est ça? Voilà. Donc c'était la belle surprise du matin. Si vous avez des questions, vous retrouvez Mathilde Jaruga, Jaruga sur LinkedIn et évidemment aller faire un tour sur cabaya.fr ou dans une boutique, un revendeur pour comprendre tout ce dont on vient de parler. Merci. Salut. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.